Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce dernier webinaire de la semaine, donc session questions-réponses sur les actualités Covid-19 en Allemagne. Merci de dédier du temps à ce webinaire. J'espère que vous allez bien, vos proches aussi. J'espère que vos entreprises se sortent sans trop de casse de cette crise sanitaire et que le rebond ne sera pas trop difficile. En tout cas, on est là pour vous aider, vous accompagner, toute l'équipe BCI, mais aussi nos prestataires à l'étranger. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de conseils et d'aide sur quelques sujets que ce soit. Merci à vous, nos amis en Allemagne, d'intervenir ce matin pour répondre aux questions des entreprises bretonnes. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour les garçons. Donc, je vais présenter nos prestataires pour que vous ayez connaissance donc, de leur profil et de qui ils sont pour ceux qui ne les connaissent encore pas. Donc, on a deux prestataires agréés Allemagne ce matin pour animer avec moi ce webinaire. Tout d'abord, la Chambre de commerce franco-allemande avec Frédéric et Antoine. Frédéric est directeur général de la CCI franco-allemande et Antoine est conseiller aux entreprises. Vous avez les noms qui s'affichent normalement en dessous des petites vidéos, donc vous savez qui est qui. Et deuxième prestataire donc, pour animer avec nous ce webinaire, Stéphane de Business France Allemagne. Stéphane est le directeur du bureau Business France Allemagne. On va rentrer directement dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Donc, l'objectif de ce webinaire, contrairement aux réunions d'information que l'on peut proposer d'habitude à BCI, ce n'est pas de vous dresser un panorama des opportunités commerciales en Allemagne et de vous faire un topo sur les secteurs clés. Là, vraiment, l'objectif de ce webinaire, comme c'était le cas cette semaine sur les autres sessions, c'était vraiment de répondre de manière pragmatique à vos questions, à vos préoccupations. C'est ça que je vous avais demandé lors de vos inscriptions de m'envoyer vos questions précises en essayant de les segmenter par famille, questions d'ordre commercial, juridique, RH, etc., de manière à ce qu'on puisse bien préparer les réponses en amont de ce webinaire et vous apporter ce matin en direct donc toutes les réponses à ces questions majeures que vous vous posez et qui vous freinent parfois dans la continuité de vos activités avec l'Allemagne, que ce soit avec vos fournisseurs, vos clients, dans vos activités de sourcing. Vous avez beaucoup de questions également sur les actualités en termes d'aide aux entreprises pour certains d'entre vous qui êtes implantés en Allemagne. Voilà, on va dresser un état des lieux tout d'abord sur la situation en Allemagne en cette période de Covid-19. Quelle est la situation économique à ce jour? Comment prévoit le rebond économique? Comment le gouvernement allemand prévoit post-confinement, post-crise, le rebond économique? Voilà. Est-ce qu'il y a des évolutions particulières qui doivent être mises en avant? On va vous exposer tout ça. Je vais donner la parole à Stéphane de Business France pour balayer tous ces gros points phares. Et encore une fois, avec cette exigence je l'espère en tout cas, de vous apporter des réponses claires sur la majorité de vos questions concernant tout ça. Merci beaucoup Karen. Donc voilà, alors effectivement, s'il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser. On a essayé d'agréger l'ensemble des questions posées, d'y apporter une réponse donc dans les slides qui vont être présentés. Ensuite, effectivement, si on oublie un point ou si vous avez une autre question, n'hésitez pas à la poser. Il y aura une session questions-réponses à la fin du webinaire en fait. Donc voilà. À la fin, excuse-moi Stéphane, je te coupe. Oui. À la fin ou en cours en fait. Fin ou en cours, absolument. Voilà, ça se veut très, très interactif. Même si on a reçu en amont toutes vos questions, vous avez les participants ont un petit module qui s'appelle questions-réponses. Je vous en parlais dans le mail d'invitation que je vous ai envoyé. Vous pouvez à tout moment pendant le webinaire poser vos questions par écrit et on y répond au fil de l'eau. Je pense que ce sera plus fluide et puis plus
plus compréhensible pour tout le monde si on essaye de répondre au fil de l'eau aux questions. Là, je viens d'avoir une question sur la présentation en elle-même. Oui, je vais vous envoyer le PowerPoint après la réunion. Donc, vous aurez ce qui vous est présenté là ce matin. Je vous l'enverrai comme je le fais d'habitude après la réunion avec quelques compléments des prises de notes que j'aurais pu prendre et de ce qui aura été dit à l'oral et pas reporté là pour l'instant sur le support. Merci beaucoup. La parole. Karen. Voilà, donc les questions d'ordre logistique, transport et déplacement. Donc effectivement, là, je les balaye assez rapidement. Y a-t-il des restrictions de circulation dans le pays pour les personnes, pour les marchandises? Donc, situation des activités de transport en Allemagne. Va-t-il y avoir des problèmes aux frontières pour circuler après déconfinement français? Et une autre question qui concernait effectivement la circulation entre les deux pays. Sera-t-il possible en août 2020 de venir travailler en Allemagne? Donc, on va essayer de répondre à l'ensemble de ces points. Alors, il y a peut-être un point à mentionner en tout début, qui est une différence fondamentale entre la manière dont on vit ici le confinement et la manière dont il est vécu en France. En Allemagne, on parle de confinement auto-responsable, en fait. Donc, les mesures sont dans leur globalité moins strictes qu'en France. Vous n'avez pas effectivement de déclaration à faire, soit écrite ou soit sur un smartphone pour pouvoir sortir. Alors, il y a des différences effectivement entre les Länder, puisque les Länder, comme vous le savez, ont quand même des pouvoirs qui sont beaucoup plus élargis, les régions, si vous voulez, qu'en France. Et la chancelière, d'ailleurs, les consulte systématiquement à chaque fois, effectivement, qu'elle doit prendre une décision. Donc, il y a des différences, par exemple, entre la Bavière, le confinement est un peu plus strict, en Sarre aussi, il est un peu plus strict, et les autres Länder, les raisons étant effectivement que le virus était peut-être un peu plus présent dans ces régions-là. Voilà. Puis ensuite, il y a aussi une dimension politique où le ministre-président de Bavière, un homme peut-être un peu plus fort, Markus Söder, que d'autres ministres présidents. Donc voilà, alors sur effectivement la circulation des marchandises et des travailleurs frontaliers. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les mesures de restriction d'entrée aux frontières terrestres en Allemagne ont été étendues au 18 mars. Donc, il y a quand même un contrôle des frontières avec 5 pays, en fait. Donc, ça, c'est important de le savoir. L'Allemagne a des frontières avec 9 pays. Et donc, il y a un contrôle avec 5 pays. Donc, la France, la Suisse, le Luxembourg, le Danemark et l'Autriche. Ont été introduits pour le trafic passager afin d'éviter, si vous voulez, les circulations et déplacements non nécessaires. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces mesures sont toujours effectivement en vigueur, donc vous n'entrez pas comme ça non plus sur le territoire allemand. Il y a des contrôles qui sont mis en place. Alors, certaines entreprises, mais je vous déconseille de faire ça, nous disent parfois passer par la Belgique, etc., et que là, il y a un peu moins de contrôle, ou par les Pays-Bas et peuvent entrer sur le territoire. Si vous êtes contrôlé, effectivement, il faudra apporter des justificatifs et apporter la démonstration aussi qu'il y a des raisons légitimes à votre déplacement. Donc là, on vous invite vraiment, s'il y a un motif, et on le fait, d'ailleurs pour les entreprises, s'il y a un motif professionnel impératif, de se rapprocher de nous, et puis nous, on vous mettra du consulat, de manière à ce qu'on puisse étudier au cas par cas et puis vous donner la bonne marche à suivre pour éviter effectivement, on va dire, des déconvenues si vous avez vraiment besoin de vous déplacer. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Donc, alors il y a beaucoup de questions effectivement sur la libre circulation des marchandises. Alors, effectivement, au tout début de la crise, d'ailleurs en France comme en Allemagne, il y a eu une interdiction d'exporter des biens médicaux. Voilà, alors là, l'Union européenne a été vent debout contre ces mesures qui avaient été prises d'ailleurs de manière unilatérale par les gouvernements. Et il faut bien avoir en tête qu'effectivement, la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, au sein de l'Union européenne, si vous voulez, est l'une des 4 libertés fondamentales prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, je vous ai rappelé les articles 30, 34 et 35. Donc oui, les biens et les marchandises circulent et
circulent en Allemagne. Nous, on a effectivement des entreprises qui nous consultent régulièrement sur ce point. On a des remontées de terrain et donc ça circule. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les chaînes logistiques, en revanche, peuvent être perturbées. Donc ça met parfois plus de temps. Effectivement, quand on utilise des transporteurs, le fret aérien est quand même fortement perturbé parce que effectivement, vous avez quand même 80% du fret aérien qui passe en PAX, c'est-à-dire dans les soutes en fait, des avions des passagers. Et là, effectivement, vous avez sur l'aspect transport des passagers, l'ensemble des avions sont cloués au sol et puis vous avez à peu près 5% des vols qui sont assurés. Donc, c'est extrêmement faible. Tout ça a pour conséquence, bien évidemment, d'allonger les délais. Deux, effectivement, il y a une augmentation des coûts de transport qui est quand même relativement importante, qui a été constatée, mais ça circule. Donc, ça encore, effectivement, possible. Ça, c'est important de le savoir. Et il n'est pas question pour les gouvernements d'interdire cette libre circulation des biens et des marchandises. Les restrictions qui s'appliquent sont quand même essentiellement pour les personnes, de façon très claire. Et là, elles sont quand même effectivement assez strictes. Donc voilà, on va passer peut-être à la slide suivante. Donc, si vous avez des questions, je le rappelle, n'hésitez pas à les poser à un point. Donc voilà, donc depuis le 20 mars, le nombre de passagers autorisés aux frontières terrestres a été réduit et le franchissement sans motif urgent de voyage n'est plus autorisé. J'insiste bien sur n'est plus autorisé. Donc depuis le 25 mars, une nouvelle interdiction d'entrée en Allemagne s'applique aux travailleurs saisonniers. Alors, ça a été un peu assoupli effectivement le 2 avril, notamment pour l'agriculture, puisque les travailleurs saisonniers vont travailler dans les champs, etc. Et donc pour les récoltes, un peu comme en France se posait ce problème-là. Et d'ailleurs, tout comme en France, ils ont fait effectivement des appels assez larges aux volontaires allemands pour aller aider les agriculteurs. Donc voilà, ça c'est l'ensemble de la chronologie, si vous voulez, des mesures qui ont été prises. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes qui entrent par voie terrestre, maritime ou aérienne en Allemagne sont tenues de se rendre directement à leur domicile et d'y rester isolées pendant une période de 2 semaines. C'est ce qu'on appelle la fameuse quatorzaine, si vous voulez. Donc ça, et nous, on a cette problématique-là parce qu'on doit intégrer des collaborateurs au bureau. On est vraiment contraint de la respecter. Et si on ne la respecte pas, on risque des amendes qui sont quand même importantes et qui peuvent aller jusqu'à 10 000 €. Donc, ça, il faut effectivement aussi l'avoir en tête. Donc, on n'est pas et donc, effectivement, il y a une interdiction de recevoir des visites en dehors des membres du foyer pendant cette période. Donc voilà. Donc, comme vous le voyez, effectivement, on parle d'autoconfinement responsable, autoresponsable si vous voulez. Donc ça, c'est une notion importante, mais les règles sont quand même assez strictes et d'une manière générale, elles sont ici, en tout cas en Allemagne, très respectées. Donc effectivement, il y a peut-être ici, un peu plus qu'ailleurs, un sens du civisme qui est très développé, qui font qu'effectivement, ces règles sont quand même assez suivies par les Allemands. Donc, on ne voit pas les gens se balader partout dans la rue, etc. Même si, allez, on va dire depuis une semaine, la vie reprend ses droits, si je puis m'exprimer ainsi. Les magasins réouvrent, et progressivement, il y a une activité qui s'organise, mais ça reste quand même extrêmement limité, et en tout cas dans des proportions bien inférieures à ce que ça pouvait être auparavant. Donc, les exceptions, effectivement, donc, vous pouvez vous rendre en Allemagne. Donc là, j'ai essayé d'être assez exhaustif sur les personnes qui peuvent s'y rendre. Donc, effectivement, les personnes pour qui il y a des raisons professionnelles impératives. Donc, autrement dit, qu'est-ce que les Allemands entendent par impératif? Donc, vous avez ceux qui transportent des personnes, des biens et des marchandises à travers les frontières par route, rail, mer ou air. Donc là, on revient au point précédent, si vous voulez, sur la libre circulation des marchandises. Pour les personnes dont les activités sont nécessaires au maintien du fonctionnement de systèmes de santé, de la sécurité et de l'ordre public, des relations diplomatiques et consulaires, du fonctionnement de la justice, du fonctionnement de la représentation du peuple, du gouvernement et de l'administration de la fédération, des Länder et des collectivités locales,
du fonctionnement des organes de l'Union européenne et des organisations internationales, si c'est absolument nécessaire. Donc voilà, donc ça c'est pour les personnes effectivement. Donc là, il y a un cadre précis et quand on demande un justificatif, il faut apporter effectivement la démonstration que ça entre dans ce cadre. Si vous voulez. Ça, c'est important quand même de le mentionner. Donc, effectivement, pour des personnes qui sont trouvées hors du territoire fédéral dans le cadre de leur travail en tant qu'employés de compagnies de transport, enfin, aérien, maritime, ferroviaire ou bus, pour les personnes qui entrent sur le territoire fédéral de manière quotidienne pour des raisons professionnelles ou médicales urgentes, donc là, ça concerne effectivement l'ensemble des transfrontaliers, donc, parce qu'il y avait eu un gros sujet effectivement avec les transfrontaliers, notamment avec l'Est de la France, qui était quand même un foyer assez important de coronavirus, et donc la crainte des Allemands de le voir effectivement se propager via ce canal-là. Donc ça, on parle bien de l'exception sur la partie confinement, enfin pas confinement, pardon, mais effectivement quatorzaine, c'est à partir du moment où vous entrez sur le territoire national et vous devez effectivement vous isoler pendant 2 semaines. Pour les personnes qui ont séjourné à l'étranger pendant moins de 48 heures, effectivement, donc là, c'est pas obligatoire. Donc, si vous traversez une frontière, si vous restez une journée, et pour les membres des forces armées, de la police, qui reviennent d'une mission et d'obligations similaires à l'étranger. Il y a une question, Stéphane. Donc, les personnes autorisées, les personnes côté français qui sont autorisées à se rendre en Allemagne, ce sont des travailleurs qui doivent aller tous les jours travailler en Allemagne. Là, j'ai une question de Anne qui dit qu'en tant que commerciale, elle pose la question, j'ai donc pas la possibilité d'aller travailler en Allemagne pour visiter ma clientèle, sachant que j'habite en France. La réponse est non. Oui, absolument. En Allemagne, pour l'instant, c'est toujours interdit. La seule et unique raison, donc, qui fait partie des fameuses exceptions, c'est si vous deviez aller travailler chaque jour en Allemagne. Mais là, Anne, ce n'est pas votre cas. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas vous rendre en Allemagne pour aller démarcher vos clients. Non, pour tous les sujets effectivement de prospection commerciale, et je pense qu'Antoine y reviendra peut-être en fin de ou même visite clientèle, la visioconférence fonctionne très bien. Enfin, nous, on a d'excellents retours. On a même effectivement, on organise des opérations avec des grands donneurs d'ordre. On a un vendre à Porsche, à la Deutsche Bahn. Initialement, bien évidemment, il était question de le faire en présentiel, puisque ils ont tout de suite, ils n'ont eu aucune hésitation à le passer sur un mode digital. On abordera ce sujet-là à la fin dans les questions de marketing, stratégie. Les déplacements, effectivement, très clairement, si vous voulez, en Allemagne, pour des raisons commerciales, si vous n'avez pas un contrat de travail en Allemagne, si vous ne devez pas vous y déplacer effectivement quotidiennement, et que vous n'êtes pas transfrontalier, très clairement, non. Voilà. On va passer peut-être à ça. Oui. Donc voilà, pour les personnes aussi qui entrent en Allemagne, à des fins de transit, c'est-à-dire qui vont uniquement traverser le pays, et pour les personnes qui entrent sur le territoire national pour y travailler pendant au moins 3 semaines. Donc voilà, donc ça effectivement, c'est pour permettre aux entreprises, quand elles ont des besoins de ressources humaines un peu à l'étranger, de pouvoir le faire. Donc là, je vous ai donné effectivement quelques exemples de contraventions. On va peut-être passer là-dessus. Stéphane, si tu veux bien expliquer dans le slide, on va… Voilà, donc ça, c'était juste pour vous dire que ça coûte cher. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On est quand même sur des niveaux assez élevés et là, il n'y aura aucun scrupule ils n'auront aucun scrupule à le faire. Donc, vous vous mettez quand même dans une position très, très délicate si vous ne respectez pas ces règles-là. Voilà, donc on va passer à la slide suivante. Voilà, donc sur le plan de soutien, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, l'Allemagne a quand même pris très vite la mesure de l'impact économique de cette crise sanitaire. Il faut d'ailleurs aussi souligner que dans le conseil qui entoure Angela Merkel, contrairement à la France où vous n'avez essentiellement que des scientifiques, dans le conseil qui entoure Angela Merkel, vous avez des sociologues, des économistes, bien sûr des scientifiques. Donc l'ensemble, la gestion de la crise
je dirais, une gestion de la crise qui est plus 360 degrés. Enfin, peut-être qu'en France, où c'est vrai que les aspects sanitaires sont très, très mis en avant. Donc, le plan de soutien qui a été voté est d'un montant de 1200 milliards d'euros, donc qui pourra être effectivement augmenté, puisqu'il y a des débats effectivement dans la presse expliquant que ce serait peut-être pas suffisant, etc. Mais 1200 milliards d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un tiers du PIB allemand. Donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Donc ensuite, Frédéric vous détaillera tout ce qui est fait pour les entreprises. Moi, je vais rester effectivement plutôt sur la photographie un peu globale. Donc cette crise, effectivement, l'Allemagne était connue pour effectivement être très accrochée à ces règles, cette règle en fait du déficit budgétaire public. Schwarz-Null, c'est-à-dire qui est vraiment un dogme en fait, où cette idée c'est effectivement d'avoir un budget fédéral à l'équilibre. Il y a aussi effectivement une autre règle qui est importante, qui est le frein à l'endettement, qui est inscrit dans la Constitution allemande. Donc il a fallu lever ce point constitutionnel pour pouvoir le permettre. Et là, effectivement, ils n'ont pas hésité à le faire et puis à mettre des moyens qui sont quand même, on va dire, proportionnés et à la hauteur de la crise qu'on est tous en train de traverser. Alors, effectivement, c'est ce qui nous fait dire, nous, parce qu'il y avait une question qui était relative à ça, est-ce que ça va partir plus vite en Allemagne qu'en France? Alors, on a l'exemple de 2008. Après, on n'a pas de boule de cristal. Il est difficile de le dire, mais on peut quand même exprimer un sentiment. En 2008, l'Allemagne avait été très sévèrement touchée par la crise et contre toutes d'ailleurs les prévisions économiques, était repartie en 2019 assez rapidement. Donc il y a une résilience quand même très forte de l'économie allemande. Il y a des moyens importants qui sont mis en place. C'est vrai qu'ils ont des marges de manœuvre budgétaires plus importantes que les nôtres parce que effectivement ils ont eu ces politiques d'équilibre budgétaire dans les années précédentes qui leur permettent en cas de crise effectivement de mettre, en tout cas d'injecter beaucoup d'argent et beaucoup de liquidité dans l'économie. Alors sur ce plan, effectivement, donc vous avez bien évidemment beaucoup d'argent, 3 milliards d'euros qui ont été consacrés aux hôpitaux pour doubler le nombre de lits dans les services de soins intensifs. Effectivement, je rappelle que pour passer de 28 000 à 56 000 lits, donc il faut avoir en tête qu'effectivement l'Allemagne dispose aujourd'hui de 28 000 lits en soins de unité intensifs. À titre de comparaison, la France, c'était 5 500 et pendant la crise, ça a été doublé. Mais je crois qu'on doit être autour des 11 000 – 12 000 aujourd'hui, mais pas bien plus en fait. Donc ça, c'était le premier point. Il y a alors, les mesures les plus importantes et les plus coûteuses concernent bien évidemment l'économie et le maintien des emplois. Donc effectivement, tout ce qui est… Donc là, on y reviendra peut-être un peu plus tard, un peu plus en détail. Donc tout comme en France, l'augmentation des personnes se retrouvant au chômage technique en tout cas, a beaucoup augmenté en Allemagne. Et le nombre de personnes qui pourraient bénéficier de ces mesures de chômage partiel, de Kurzarbeit, est autour de 2,15 millions de personnes. Donc, ça vous donne une idée, effectivement, que là aussi, l'ampleur de la crise économique est assez importante. Donc, ensuite, il y a des mesures d'aide directe qui est très rapide, d'ailleurs, puisque on a, nous, dans notre entourage, des gens qui ont pu bénéficier de ça. En 24-48 heures, les fonds peuvent être débloqués donc pour les petits entrepreneurs, les indépendants, les aides-soignantes qui n'obtiennent pas de crédit. Donc, il y a un programme d'indemnité qui peut être versé très rapidement, qui va de 9 000 à 15 000 euros. Donc, le gouvernement met aussi 50 milliards d'euros à disposition de ces personnes pour assurer leur niveau de vie pendant 3 mois. Donc voilà, ça sont passer sur la deuxième slide. Donc il y a aussi le sujet des grandes entreprises. Donc le gouvernement fédéral prévoit la mise en place d'un fonds de stabilisation économique à hauteur de plusieurs milliards d'euros, et des entreprises comme Lufthansa pourraient être partiellement nationalisées. Alors nationaliser, c'est un mot qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui. On parle plus de prise de participation stratégique. Et puis ensuite, de nouveau privatisé à la fin de la crise. Donc, il y a une volonté très forte, en tout cas,
du gouvernement allemand de préserver son économie et de faire tout ce qu'il est possible de faire pour éviter, on va dire, une chute trop brutale. Ceci étant dit, le Conseil économique des sages prévoit quand même une profonde récession économique. Alors, je ne veux pas annoncer de chiffres parce qu'effectivement, à ce stade, il est encore un peu prématuré de dire de quelle ordre ça va être, moins 10, moins 15% du PIB. Ce serait bien trop hasardeux de le dire, mais en tout cas, ce sera quand même extrêmement important et sans commune mesure avec la crise de 2008. Donc ça, c'est clair. Alors, en Allemagne, il y a aussi la dimension psychologique de cette crise, parce qu'effectivement, les conséquences économiques peuvent aussi avoir des conséquences sanitaires importantes. Effectivement, il y a eu malheureusement un événement un peu tragique qui a marqué beaucoup ici. C'est le suicide du ministre des Finances de l'État de la Hesse, Thomas Schäfer, qui s'est suicidé parce qu'il était effectivement profondément inquiet des conséquences du Covid-19. Voilà. Donc, alors, je vous ai mis effectivement une phrase du ministre des Finances. Il n'existe pas de scénario pour une telle situation. Donc, c'est pour ça que le plan de soutien a fait sauter tous les dogmes, on va dire, budgétaires allemands. Olaf Scholz, il faut savoir qu'effectivement, à Bruxelles, il l'appelle Mister Zéro Déficit, c'est son surnom. Donc, il a lui aussi changé complètement de normes et d'analyse pour vraiment, on va dire, ouvrir les vannes et essayer de soutenir l'économie en attendant une reprise. Alors, on parle parfois de reprise en V. Vous voyez, ça baisse beaucoup et puis ensuite, ça repart fortement. On n'est pas trop sincèrement, sur ce scénario d'un point de vue économique. On pourrait parler plutôt de reprise en U, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la crise va durer un peu et ensuite ça va repartir. L'autre scénario, c'est une crise peut-être un peu plus profonde qui durerait un peu. Voilà. Nous, on reste quand même optimistes parce que l'Allemagne a quand même une capacité à rebondir qu'elle a pu démontrer dans le passé qui est assez extraordinaire. Donc voilà, je pense qu'il faut garder ça en tête. Et en termes de marché, effectivement, important de regarder ce qui se passe ici dans des logiques export. Donc, alors, ensuite, il y avait des questions. Vous nous avez demandé pour faire des petits focus sectoriels par rapport à vos domaines d'activité, focus agroalimentaire, élevage, industrie un peu. Donc, on va essayer, non pas en rentrant trop dans les détails et dans des analyses poussées sectorielles, mais voilà, on va faire un petit état. Essayer de balayer un peu tout ça, effectivement, parce que vous êtes tous dans des secteurs d'activité qui sont très, très différents. Je peux peut-être répondre à la première question aussi sur les chantiers navals. Donc, on s'est renseigné. Donc, effectivement, la production a repris. Chantier meilleur, voilà. La production a repris. Donc, ils sont sur une logique de 6 heures en continu. Voilà, avec pas de pause, parce qu'il y a des mesures assez strictes en tout cas qui ont été mises en place. Ils ont aussi toute une page en fait sur le Covid et ils annoncent les délais de livraison, etc. En revanche, les visites, si vous souhaitez vous déplacer sur ce chantier, sont interdites, en tout cas de ce qu'on a pu lire, jusqu'à fin mai. Donc voilà, après fin mai, il faudra regarder si c'est de nouveau autorisé. Un autre point très rapide sur les salons, parce que effectivement, Business France gère toute la présence internationale sur les grands salons et les grands pavillons. Donc on a été les premiers impactés. On est très très pessimiste sur sur la tenue des salons au deuxième semestre. Alors, il y a une raison très simple à ça, c'est que ces salons présentent une dimension internationale très forte.
Donc, ça présuppose effectivement un visitorat étranger qui vient de plus de 50, 60 pays. Ensuite, effectivement, enfin, toute l'organisation, enfin, tous les rassemblements, enfin, on va dire, de plus de 1000 personnes, 5000 personnes sont encore interdits. Enfin, d'ailleurs, Berlin a prolongé cette interdiction jusqu'à fin octobre. Et les annulations ou reports, hein, enfin, sont annoncés en général, enfin, de manière assez tardive, parce que les messeux, enfin, les organisateurs souhaitent, enfin, ont toujours l'espoir que ce sera peut-être possible. Et puis après, il faut qu'elles se réorganisent, qu'elles retrouvent une autre date, etc. Mais à l'évidence, il paraît difficilement concevable, si vous voulez, de mettre des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes venues des 4 coins du monde dans des halls. Enfin, ça, je pense que ce sera malheureusement pas possible. En tout cas, nous, on anticipe l'annulation de quasi tous nos pavillons au deuxième semestre. Alors, ça tombe progressivement, mais en tout cas, on table sur ce scénario, voire même éventuellement en partie sur 2021, parce que on a toujours un raisonnement par semestre, par année. Le virus ne se dit pas en septembre ou en janvier, on va les laisser tranquilles, ils vont pouvoir de nouveau faire des salons. Donc, Là, voilà. la grande info à retenir, en fait, c'est que de toute façon, tous les rassemblements sont interdits, décision de l'Allemagne jusqu'à fin octobre. C'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Alors, ça c'est par Lander, hein, mais enfin, effectivement, il y a de toute façon à ce jour une interdiction de manifestation, effectivement, enfin, de rassemblement de personnes, hein, donc qui prévaut aujourd'hui. Et puis ensuite, on verra, enfin, dans quelle mesure elle sera prolongée, mais en tout cas, il n'a pas été question de la lever. Ensuite, ce sont les Länder qui vont prendre des décisions par rapport à ça. Euh, donc, il se peut aussi, enfin, je ne sais pas, qu'un salon, enfin, à Hambourg, enfin, puisse éventuellement être organisé, et pourquoi pas, enfin, un salon ici à Düsseldorf, pas. Mais c'est peu probable, sincèrement. Je pense que, enfin, compte tenu de la situation et des mesures quand même très liberticides qui s'appliquent ici à tous, à vous comme à nous, hein, d'ailleurs, qu'on puisse concevoir, organiser des manifestations avec des dizaines de milliers de personnes et des gens qui viennent des 4 coins du monde. Tout le monde comprendra qu'effectivement, même politiquement, c'est très compliqué de maintenir, d'autoriser ce genre d'événement. Et d'un point de vue sanitaire, ce serait aussi prendre un grand risque, le risque d'importer de nouveau, effectivement, le virus et de créer de nouveaux foyers. Et ça, bien évidemment, personne ne prendra. Après, il y a la question de l'acceptabilité par les populations, enfin, du maintien, en tout cas, de l'interdiction de ces salons. Ça, c'est un raisonnement plus politique. On va dire que la majorité des Allemands, enfin, ne sont pas émus que les salons ne se fassent pas. En revanche, ils sont plus émus que les restaurants ne réouvrent pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça passera vraiment en dernier. Et en plus, c'est quand même, enfin, vraiment, enfin, des événements, il faut des choses qui présentent un risque sanitaire très très élevé. À l'évidence, voilà. J'ai deux questions. Donc Annie qui dit sans doute le Médica à Düsseldorf en novembre sera annulé. Et alors, bon, on verra de toute façon en ce qui concerne l'agenda des grands salons, hein, qui se déroulent en Allemagne. Bon, le site de Business France, j'imagine, est tenu à jour. Et puis vous avez oui, on le met à jour. Dès qu'il y a un report de ou une l'agenda. on l'a. Voilà. Voilà. Et pareillement sur le site de BCI, sur l'agenda, enfin sur les grandes actions collectives sur lesquelles on est présent au titre régional pour accompagner les entreprises bretonnes. Là aussi, notre site est mis à jour régulièrement, donc on vous fait part des annulations ou des reports avec les nouvelles dates s'il y a lieu. Il y a une autre question de Anne par rapport au salon. Si le salon est maintenu, pourra-t-on y aller ? C'est le souci, dit-elle. Oui, là, malheureusement, on doit attendre que l'échéance… Alors, si le salon est maintenu, c'est qu'a priori, les conditions, enfin, on va dire, d'accès au territoire national pour les visiteurs et les exposants ont été assurées. Enfin, c'est-à-dire qu'on pourra se rendre en Allemagne, etc. Mais effectivement, enfin, vous voyez bien que là, en venant de l'étranger, enfin, il y a quand même une quatorzaine qui doit être respectée. Enfin, qu'à ce jour, enfin, même pour venir, enfin, juste pour voir ses clients, enfin, c'est compliqué. Donc, un salon, enfin,
avec des dizaines de milliers de personnes, et surtout le caractère international des salons allemands fait que ce sera très, très compliqué. Alors, ils réfléchissent sur des formes dématérialisées en visio, on va dire, des formats digitaux. Je ne sais pas trop comment ça pourrait se passer. Donc ils sont en train de voir s'ils ne peuvent pas les maintenir, en tout cas partiellement, de cette manière-là. Je sais qu'il y a un salon Gamescom qui a été un peu précurseur, mais qui est dans le concerne les jeux vidéo, qui va fonctionner comme ça. Et on a effectivement des retours des messieurs qui étudient aussi ce genre de solutions. Mais bon, ce sera quand même difficile. Si on prend des salons agroalimentaires, il faut quand même voir les produits, les goûter. Si on prend des salons dans l'industrie, il y a quand même des machines qui tournent en démonstration, et ça, c'est important aussi pour les acheteurs de les voir. Donc, il y aura peut-être des choses qui pourraient être proposées, mais tout ne pourra pas se faire de manière virtuelle. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'on est optimiste sur le retour des salons, si vous voulez, à un moment donné. Mais à ce jour, je pense que l'activité, en tout cas cette activité, sera fortement impactée. À rappeler que l'Allemagne est quand même leader mondial dans cette activité, sur tout ce qui est foire et salon. Il y a évidemment beaucoup d'incertitudes sur la tenue des salons, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, partout en Europe. La plupart, comme le remarque Patrick, sont annulés et reportés en 2021. Donc, bien évidemment, on n'a pas de date butoir et de réponse catégorique à vous apporter. On est tributaire des décisions des différents gouvernements, en l'occurrence de l'Allemagne. En fonction de l'évolution de la crise, de l'évolution sanitaire, il faut attendre malheureusement Voilà, il y a une approche. Pour qu'on puisse vous dire assurément quel salon sera maintenu, quel salon sera annulé et reporté en 2021. Là, malheureusement, à l'instant T, on n'a pas réponse à ces questions. Non, les annulations arriveront, les reports arrivent en général d'expérience. C'est plutôt là les reports, annulations, ça concerne la période septembre. Vous voyez, avec sur la fin de l'année, sur beaucoup de salons. Voilà, donc septembre, octobre, et ensuite, on imagine que d'ici un mois et demi, seront concernés les salons de la fin de l'année, novembre, décembre. Donc, il y a une question de Anne sur le salon Fakuma en octobre à Friedrichshafen. Oui. Il y a des infos, est-ce qu'il est maintenu, reporté? Brian, si tu peux apporter une info à Anne là-dessus. Ouais, on va à ce stade, il n'y a pas eu, à ma connaissance, mais on va vérifier. Il n'y a pas eu d'annonce, je vais noter, de report ou d'annulation, mais à l'évidence, je pense pas que ça pourra se tenir. Voilà. Octobre, ça paraît un peu prétentieux c'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne, comme beaucoup de pays, il y a par rapport à cette crise, il y a il y a deux solutions qui sont très simples à comprendre. Il y a soit la stratégie d'endiguement effectivement de la propagation du virus. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le confinement, parce que le point de déclenchement des mesures a été tardif et qu'à un moment donné, il faut une réaction forte. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les mesures d'atténuation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on autorise et qu'est-ce qu'on n'autorise pas pour limiter la propagation du virus. Donc, c'est tout le débat, là en France et comme en Allemagne, sur les écoles, etc. Mais il est bien évident que les manifestations qui regroupent plein de monde et qui présentent une dimension internationale ne peuvent pas être autorisées dans cette logique-là. Jamais un conseil scientifique d'un gouvernement, d'un land, d'une région, si vous voulez, bien sûr, dira allez-y, vous pouvez de nouveau reprendre une activité salon. Ça paraît très hautement improbable. Alors, je ne veux pas paraître trop péremptoire sur le sujet, parce qu'à vrai dire, pareil, une fois de plus, je n'ai pas de boule de cristal, mais ça me paraît quand même très, très improbable, sincèrement, pour le deuxième semestre. D'ailleurs, une chose amusante, et puis je fais la parenthèse sur les salons. On va passer aux autres points parce que le temps tourne. Le temps tourne, mais c'était juste pour dire que les messieurs anticipent juste une perte de 30% de leur chiffre d'affaires. Donc, il y a quand même pas mal de communication aussi là-dedans. Voilà. Merci. À ce stade, le salon Fakuma n'est pas annulé. Octobre 2020, sur leur site web, il est toujours maintenu.
Il est toujours maintenu. Voilà, c'est ce que je disais. Ouais, après, attention, parce qu'il y a un effet de communication aussi. Beaucoup d'organisateurs enfin, continuent d'afficher tel ou tel salon comme maintenu, mais en réalité, qu'est-ce qu'il en sera au mois d'octobre? Soyez prudents par rapport à ce qui est affiché sur les sites directement des organisateurs. Je pense qu'il faut adopter de la prudence sur les maintiens de certains salons pour la fin de l'année. Non, je pense que les annulations sont très tardives parce qu'ils doivent s'organiser. Alors, Provine, ça s'est annulé à 15 jours, 15 jours avant. C'était début de crise, mais c'était 15 jours avant. Pour nous, c'était un pavillon de 900 sociétés à peu près. Donc, 853, enfin, exactement. Donc, voilà, enfin, vous voyez, c'est… Foire de Hanovre, c'était un peu plus tôt. Une date de report a été annoncée, puis finalement, en juillet, elle n'a pas pu être maintenue. Voilà, donc il faut être effectivement extrêmement prudent et retenir un principe. Le principe que la tenue de ces événements sera très très difficile. Alors je vais balayer très rapidement parce que du coup on a pris peut-être un peu de retard et je vous prie de m'en excuser. Donc sur les transports, donc la Fédération des aéroports allemands a fait état d'une baisse du nombre de passagers de 95% par rapport à l'année dernière. Elle s'attend en avril à la plus forte baisse depuis le début de l'aviation civile. Le transport aérien de fret a dû baisser de 20% sur la même période. Le trafic ferroviaire, si vous voulez, le volume de passagers correspond depuis la crise à peu près 10-15% du niveau normal de trafic pour les grandes lignes. Et pour le trafic régional, c'est à peu près 15%. Depuis le 20 mars, les liaisons internationales ITSE, TGV vers la France sont suspendues et le trafic transfrontalier est réduit vraiment de manière drastique. Sur l'industrie, alors l'industrie, effectivement, c'est 25% du PIB en Allemagne, hein, c'est très très important. On craint, alors là, le chiffre est très optimiste, hein, une contraction de 5% du chiffre d'affaires de l'industrie qui pourrait être bien plus importante si les politiques de fermeture se poursuivent, mais ça, c'est la version optimiste. On envisage plutôt une contraction supérieure à celle de 2009 qui avait été de 17%. La Fédération des chambres de commerce et d'industrie estime que 10% des PME sont menacées de faillite. Là, je vous donne les chiffres qui sont relayés, on va dire, par les fédérations, etc., qui peuvent être sujets d'ailleurs aussi à discussion, mais je vous les donne tels qu'ils sortent ici. Donc, la contraction, c'est une question sur le secteur automobile, est particulièrement importante dans le secteur automobile. On n'exclut pas une baisse des ventes autour de 80% pardon, en mars et avril. Le nombre des immatriculations a baissé pour sa part de près de 40% en mars. Et donc, il y a effectivement une grande crainte pour les sous-traitants, donc les rangs 1 et les rangs 2 hein, d'ailleurs, hein, qui étaient déjà, pour certains d'entre eux, dans une situation difficile. Le secteur de la chimie, lui, est plutôt épargné et pourrait voir, en revanche, sa situation se dégrader en raison de rupture de sa chaîne d'approvisionnement. Et puis, effectivement, une contraction de la demande. Le secteur des machines-outils envisage, lui, un recul de 5% pour 2020, mais craint une baisse bien plus importante qui pourrait atteindre 30%. Vous voyez, le chiffre initial annoncé paraît optiquement faible et ensuite la crainte s'approche plutôt malheureusement de la réalité de ce qui va se passer. Après, il y a eu un sondage qui a été fait par le Fairbank, la fédération. Donc 84% des entreprises ressentent déjà un impact en tout cas lié à la rupture des chaînes de valeur avec la Chine et l'Italie, puisqu'il faut savoir qu'effectivement l'économie allemande est fortement exportatrice, donc très très exposée effectivement à l'international. Donc 75% anticipent une dégradation dans les 3 prochains mois et 45% estiment que le recul de la production effectivement du secteur, c'est toujours pour les machines-outils, pourrait être supérieur à 10%. Donc on va passer peut-être à la slide suivante. Je passe assez rapidement, mais si vous voulez… S'il y a des questions complémentaires, on ira rattraper un petit peu le temps. Les services seront également aussi fortement impactés. Fédération du commerce de détail estime qu'un tiers des entreprises du secteur pourraient faire faillite. La Fédération des grossistes souligne que 45% de ses membres perçoivent une menace
pour leur existence. Donc ça, c'est vraiment, donc les services sont vraiment très très touchés et 70% des entreprises vont solliciter des aides d'État. Donc dans le secteur agroalimentaire, donc effectivement, les grands groupes d'hôtellerie-restauration ont fermé environ 50% de leurs établissements et 70% des effectifs opérationnels ne sont pas mobilisés. Dans le tourisme, la fédération du secteur estime que les pertes sont supérieures à 5 milliards d'ici fin avril, et il y a un risque qui pèse sur à peu près 40%, un risque de faillite pour 40% des PME de cette industrie. Alors, je vous ai mis effectivement, Tu disais, excuse-moi Stéphane, je te coupe, ouais. Tu disais au début, en début de prise de parole, que certains restaurants avaient ouvert dans certains lenders. Non, la vente à emporter est autorisée, mais à ce stade, les restaurants ne sont pas ouverts. Non, la vente à emporter, voilà, c'est comme en France. On parle de, j'ai vu là, plutôt fin mai, éventuellement, quelque chose comme ça. Donc en France, je crois que c'était mi-juin peut-être ou début juin. Là, début juin. On est à peu près sur le même timing d'ailleurs. Après, voilà, ça va être aussi la compétence des lenders. Donc il peut y avoir, dans un land, dans une région, si vous voulez, ça peut être autorisé, dans un autre, pas du tout. Donc c'est vraiment la différence avec la France, où la France, c'est plutôt jacobine, c'est très centralisé, etc. L'Allemagne, c'est très décentralisé. Et vraiment, ça, c'est quelque chose toujours à garder en tête, même et surtout quand on se lance dans une aventure export outre-Rhin. Donc, sur l'agroalimentaire, je vous ai remis effectivement les échanges qu'on a eus avec le directeur général de Bonduelle ici, qui nous expliquait qu'effectivement, les ventes en volume avaient été multipliées par 2 pour les conserves. Les Allemands font ce qu'ils appellent les hamsters, parfois ils stockent un petit peu. Divisé par 2 en fait pour le frais, notamment à cause de la restauration commerciale qui représente 40% du business, baisse chez eux, en tout cas pour Bonduelle, de 80% du business dans la restauration en foyer. Donc ça, effectivement, très, très impacté. Pour la logistique, lui, il observait des ralentissements les premiers jours, mais il nous expliquait qu'a priori, maintenant, ça fonctionnait à peu près, qu'il y avait quelques perturbations, mais voilà. Il a souligné un coût de transport de plus de 20%, il a constaté, lui. Notamment à cause de problèmes de retour de camions, notamment pour la marchandise qui vient d'Espagne et de France. Après, il a parlé effectivement du manque de main-d'œuvre dans les champs, en France et en Allemagne, et des mesures qui avaient été prises par les différents gouvernements. Donc, alors, la restauration ici souffre beaucoup, donc notamment le dépôt d'une chaîne de restauration qui était assez importante ici, Vapiano, dépôt de bilan. Et donc, le comportement d'achat, selon lui, va profondément évoluer. Nous, les indices de consommation, on a constaté que les achats s'orientaient vers des produits qui étaient quand même relativement peu chers et avec des DLC, des dates limites de consommation assez importantes et vers des produits de nécessité sur des conditionnements importants en fait. Donc voilà, c'est-à-dire que les Allemands avaient pour habitude de faire leurs courses très très souvent avec un panier moyen autour de 20 € dans la GD, dans la grande distribution. Aujourd'hui, on est plutôt sur des achats un peu plus importants pour stocker un peu, mais sur des produits, on va dire, de première nécessité. Voilà. Par rapport au comportement du consommateur allemand, est-ce que c'est comme chez nous en France où on a les consommateurs en fait prônent plus que jamais le consommer local? Qu'est-ce qu'il en est en Allemagne? Est-ce que l'Allemagne va privilégier parce qu'il y a une forte demande du consommateur, une production plus locale, et donc du coup l'import va en pâtir? Qu'est-ce qu'il en est? Non, il n'y a pas on n'a pas constaté de patriotisme, on va dire agroalimentaire. C'est pas trop, on ne voit pas vraiment, donc comme en France où effectivement il y a une fierté, je veux dire, ces produits locaux, etc. C'est pas trop le sujet. C'est-à-dire que vraiment, parce qu'il y avait une question qui était à ça, est-ce qu'ils vont privilégier plutôt les filières
locales, courtes, etc. Bon, ils étaient déjà dans cette tendance-là avant. Est-ce que la crise actuelle va accentuer ça? Bon, s'ils ont des besoins d'import, ils achèteront. Hein. Il faut savoir que l'Allemagne, c'est quand même un marché de prix dans l'agroalimentaire. C'est vraiment un marché de prix. Les hard discounters dominent la distribution alimentaire, de la tête et des épaules. Donc après, ils importent, ils produisent aussi. C'est une grande puissance effectivement agroalimentaire. Ils importent aussi beaucoup et ils continueront à importer. Après, ce sera effectivement la nature des importations des produits importés va probablement changer et va devoir s'adapter effectivement à ce qui est consommé ici. Mais non, il n'y a pas de… Ça, c'est des phénomènes qu'on peut constater avec des pays à l'export. Parce que j'étais précédemment en Italie, à Milan. Je pense que ça existe en Italie, ça c'est clair. En Allemagne, non, on ne ressent pas vraiment ça en fait. Mais ça reste un marché de prix et un environnement extrêmement concurrentiel. Ça, il faut le garder en tête. Et tout ce qui est CHR, hôtellerie-restauration, évidemment très, très, très impacté. Et ça, vous en doutez bien. Oui, comme partout. On a une question de Véronique sur l'orientation des consommateurs vers des produits plutôt santé, des produits healthy, comme c'est le cas aussi beaucoup ici en France, en Espagne, Italie. On en a discuté dans les webinaires précédents. Il y a une envie vraiment du consommateur de rechercher et d'avoir des produits. Absolument, absolument. Ça, c'était vraiment un point qui a été souligné, on va dire, par les professionnels ici du secteur, et notamment, c'est ce que nous expliquait le directeur général de Monduel ici, qui est un acteur important sur le marché en Allemagne, que le comportement d'achat va profondément évoluer, que le consommateur, ce que je mets effectivement dans le slide, va être encore plus à la recherche de sécurité, d'hygiène, et il aura besoin d'être rassuré. Il faudra rassurer le consommateur. Donc voilà, donc tout ce qui est, on va dire santé, etc. Ce créneau-là nous paraît effectivement être une tendance de consommation. En tout cas, c'est particulièrement porteur aujourd'hui. Absolument, je confirme ça aussi ici. On va passer au suivant. Et donc besoin de produits premium, pareil. Car besoin de sécurité, plus besoin. Donc lui, il était plus optimiste sur la force des marques, mais c'était avant tout la sécurité, la santé. Voilà. Alors, on va passer au slide suivant. Des questions. Je laisse la parole. Plutôt d'ordre RH. Donc on va la prise de parole change. Frédéric, tu vas prendre la main. Donc là, vous étiez nombreux à nous poser pas mal de questions. Alors surtout pour vous qui êtes implantés en Allemagne, ce sont des questions sur le chômage partiel. Quelles sont les conditions pour les entreprises et les salariés concernés? Voilà. Quelles sont les mesures du gouvernement allemand en ce qui concerne ce chômage technique ou chômage partiel? Quelles aides peuvent être apportées? Je laisse la parole à Frédéric pour répondre à toutes ces questions-là. Tu as la main là, c'est bon Frédéric En principe, oui. Oui. Merci. Donc, chômage partiel, chômage technique, en Allemagne, on appelle ça Kurzarbeit, c'est-à-dire travail réduit. Peut-être une différence de notion et d'appréhension déjà des choses. C'est un mécanisme qui existe depuis de longues dates en Allemagne et qui avait notamment été largement utilisé pendant la crise 2008-2009 déjà. Pour vous donner juste quelques chiffres, sur toute l'année 2019, l'Agence pour l'emploi qui gère ce programme en Allemagne avait réceptionné, accepté 16 420 demandes de travail partiel, de Kurzarbeit. Donc 16 420 entreprises avaient fait la demande pour 373 000 salariés. Donc ça, c'est l'année 2019. Le mois de mars 2020, c'est 55 372 demandes, 1 043 000 salariés. Et actuellement, on estime qu'il y a 725 000 demandes de travail partiel. Ça concerne à peu près 4 millions de salariés. 89% de ces demandes viennent de PME de moins de 100 salariés. Et la moyenne du taux d'heures chômées est de 65%. Donc, il reste 35% d'heures travaillées. Ça représente tous les mois entre 2 et 3 milliards d'euros de dépenses pour l'État fédéral.
Donc, en effet, c'est un dispositif qui est largement utilisé en Allemagne et qui… ah, c'est moi qui ai fait une bêtise là. Est-ce que Karen, tu peux le remettre ou c'est moi qui dois le faire? Vous avez… Voilà, pardon. Merci. Donc, chômage partiel, c'est un mécanisme, comme je le disais, qui existait déjà, mais qui a fait l'objet d'aménagements à l'occasion de la crise du Covid-19. Un premier point, c'est qu'on pouvait se mettre en chômage ou demander un chômage partiel en Allemagne quand on avait 30% des salariés qui étaient touchés par une baisse d'au moins 10% de leur temps de travail. Avec la crise du Covid-19, ce seuil est passé à 10% des salariés. Les heures supplémentaires et les congés résiduels 2019 doivent être soldés avant de faire la demande de chômage partiel, sinon elle n'est pas accordée. Et il faut un accord préalable des salariés. Donc, si l'entreprise dispose d'un comité d'entreprise, c'est le comité d'entreprise qui est interrogé et qui doit donner son accord. Si ce n'est pas le cas, et c'est souvent, ma foi, le fait des petites filiales françaises en Allemagne, où il y a 3, 4, 5, 10, 15 salariés, il n'y a pas de comité d'entreprise. Donc là, chaque salarié concerné par le chômage partiel doit donner son accord écrit. Les travailleurs temporaires, ça c'est aussi une nouveauté avec Covid-19, les travailleurs temporaires peuvent bénéficier d'une indemnité de chômage partiel. Par contre, sont exclus d'indemnité de chômage partiel tous les emplois qui ne sont pas soumis à cotisation sociale, comme les mini-jobs, les apprentis, les stagiaires conventionnés. Ne sont pas concernés non plus les salariés qui sont en préavis de démission ou de licenciement, ou avec un accord de fin de contrat conclu. Donc ceux-là doivent terminer leur préavis et terminer leur fin de contrat comme c'était prévu. Ils ne peuvent pas bénéficier d'un dispositif de chômage partiel. Et puis les salariés malades, qu'ils aient été malades avant le début du chômage partiel ou après le début du chômage partiel, dans tous les cas, l'indemnité de maladie qu'ils perçoivent est à la hauteur de l'indemnité de chômage partiel. Et alors, un point sur lequel nous nous battons depuis plusieurs semaines avec le ministère à Berlin du Travail, c'est le fait qu'aujourd'hui en Allemagne, les sociétés françaises qui ont des salariés en Allemagne mais qui n'ont pas de filiale ou n'ont pas d'établissement stable en Allemagne ne peuvent pas bénéficier du dispositif du chômage partiel, même si leurs salariés et eux-mêmes en tant qu'employeurs cotisent aux indemnités de chômage, aux cotisations chômage, pardon, elles ne peuvent pas demander pour ces salariés-là la mise en place du chômage partiel, alors que dans le sens inverse, l'État français a voté une ordonnance le 27 mars qui permet aux entreprises étrangères qui ont des salariés en France sans disposer de filiales ou de succursales ou d'établissements stables, permet à ces entreprises de recourir au chômage partiel. Donc là, pour une simple question d'équité, nous nous battons pour que des choses changent à Berlin. Ce n'est pas encore le cas. On a bon espoir d'y arriver, mais à l'instant T, ces entreprises françaises ne peuvent pas mettre en place le chômage partiel pour leurs salariés allemands, avec le risque que du coup, elles soient contraintes de les licencier. Et dans ce cas-là, la Bundesagentur für Arbeit sera bien contrainte de payer des indemnités de licenciement. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Dernier point. Il y a une remarque, excuse-moi Fred, de quelqu'un qui dit que dans le Welt de ce matin, il était annoncé 10 millions de salariés ayant fait une demande de contrat. D'accord. Bon, en fait, les données sur le nombre de personnes qui sont effectivement au chômage partiel sont pas disponibles en ligne. Donc, ce sont en effet des déclarations de presse qui nous permettent de consolider un peu les choses. Bon, j'avais lu 4 millions, donc bon, si c'est 10, why not? Spectateur anonyme qui ne veut pas donner de nom dit que c'est 10 millions annoncés dans le Welt ce matin. Ok, très bien. Bon, dernier point, les entreprises françaises qui ont des salariés, ça c'est seulement des entreprises qui sont souvent à la frontière, qui ont des salariés allemands, mais qui n'ont pas une activité sur le marché allemand. C'est-à-dire, par exemple, elles salarient un web designer à Sarrebruck, une entreprise de Metz ou de Nancy salarie un web designer à Sarrebruck pour s'occuper du site web français. Celui-ci travaille en home office en Allemagne. Il ne peut pas être mis en chômage partiel non plus. Bon. Donc, ceci pour
Ensuite, chaque fois que je clique, ça bascule. Karen, Je vais remettre. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. La durée maximale du chômage partiel doit être de 12 mois, enfin est de 12 mois continu. Et il faut trimestriellement livrer des relevés de temps des salariés qui sont en chômage partiel pour que l'Agence pour l'emploi puisse vérifier qu'en effet, on est en dessous du taux de travail déclaré. Alors, une des questions importantes, c'est comment est-ce que se calcule ce chômage partiel en Allemagne. Il y a une première différence importante qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en Allemagne, on raisonne en salaire net, et le salaire net en Allemagne, c'est un salaire qui est brut, qui est défalqué des charges sociales, mais aussi de l'impôt retenu à la source. Donc, quand on voit des comparatifs dans la presse entre la France et l'Allemagne avec des bases de raisonnement de salaire net, prudence, parce que pour un Allemand, un salaire net, c'est impôt déduit. C'est aussi ce qui explique les différences de taux entre la France et l'Allemagne, puisqu'on a en Allemagne 60 à 67% de taux pour le calcul de l'indemnité de chômage partiel, alors qu'en France, c'est 84%, si j'ai bonne mémoire. La différence étant qu'en effet, le 60 ou le 67% du taux allemand s'applique sur un salaire net impôt déduit. Donc, pour calculer l'indemnité de chômage partiel en Allemagne, il faut déjà prendre la rémunération sans perte de travail, la rémunération à 100%, ce qu'on appelle le Zollentgelt. Cette rémunération nette donc, est une des premières bases de calcul. Il y avait une question, je crois, sur le fait que les primes ou les versements ponctuels comptent ou pas dans le calcul de l'indemnité de chômage. Non. Toutes les primes qui sont versées que très ponctuellement dans l'année ne sont pas prises en compte. En revanche, des rémunérations variables, par exemple sur le chiffre d'affaires ou autres pour des commerciaux qui sont perçus tous les mois ou tous les trimestres, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du chômage partiel. Les avantages en nature aussi sont pris en compte dans le calcul du chômage partiel, des commerciaux qui bénéficient de véhicules de fonction qui sont valorisés selon la règle des 1% de la valeur TTC du véhicule tous les mois sont également pris en compte dans le calcul du chômage partiel. Et donc, on prend cette rémunération. La première base, c'est la rémunération qui serait due normalement à 100%. Puis ensuite, la deuxième base, c'est la rémunération réelle, celle qui est versée sur les heures de travail qui sont conservées. On appelle ça le Ist-Entgelt. Alors, ces heures de travail conservées, elles peuvent être de 0. C'est-à-dire que là, on est sur un court travail nul. On n'a plus d'heures de travail. On est à 100% dépendant du chômage, de l'indemnité de chômage partiel. Ou elles peuvent être de 20, 30, 50, 80% du temps de travail normal. Et l'indemnité de chômage partiel, elle est calculée sur la différence entre ces deux nets-là. Donc, avec un taux qui est de 60% pour le commun des mortels, qui est augmenté à 67% si la personne a des enfants. Et donc, on applique ce taux, 60 ou 67%, sur la différence entre ces deux rémunérations nettes précédentes. Il y a en revanche un plafond qui est le plafond qui est pris en compte pour l'assurance chômage, qui est le plafond de l'assurance chômage est de 6 900 € de salaire brut, c'est-à-dire qu'au-delà de 6 900 € de salaire brut, les cotisations chômage n'augmentent pas. Mais en revanche, ça constitue aussi un plafond ensuite pour l'indemnité de chômage partiel qu'on va voir tout de suite. Alors, il y a une nouveauté depuis quelques jours, c'est que ces taux de 60 ou 67% sont passés à 70, 77%, voire même à 80, 87%. Et il y a des conditions à cela. D'abord, ces taux-là n'augmentent qu'à partir d'un certain moment. Pour le 70 à 77%, c'est à partir du 4e mois de chômage partiel continu. Et 80 à 87%, c'est à partir du 7e mois de chômage partiel continu. Et ça ne concerne que les entreprises qui ont un taux de travail inférieur à 50%. Mais par exemple, un bon nombre d'hôtels ou de commerces ou de restaurateurs seront concernés par ces augmentations-là parce que ça fait plusieurs mois qu'ils sont fermés. Ils vont encore rester fermés plusieurs mois. Et la plupart d'entre eux sont à taux de travail zéro puisque personne ne peut se rendre sur le lieu de travail. Donc pour ces personnels-là,
les taux vont être plus généreux, sont plus généreux à partir du 4e ou du 7e mois. Et donc, je parlais tout à l'heure d'un plafond d'indemnité de chômage partiel. Il est de 2 891,65 € par mois net, donc net de charge et net d'impôt, en Allemagne de l'Ouest, en ex-Allemagne de l'Ouest. Dans les lenders de l'ancienne Allemagne de l'Est, ce plafond est un peu inférieur. Il est possible pour les employeurs de compenser la perte de salaire résultant du chômage partiel. Et là, il y a des conventions collectives qui l'imposent. Elles sont assez rares. Il y en a 6 ou 7 en Allemagne conventions collectives qui imposent ou qui ont prévu la compensation par les employeurs. Donc, la plupart des salariés allemands ne sont pas dans ces conventions-là. Et donc, il y a 2 seuils là. Un premier seuil qui est à 80%. L'employeur peut compenser jusqu'à 80% de la rémunération antérieure sans payer de charges patronales sur cette compensation. En revanche, la compensation, elle est imposable pour l'employé. Et puis, au-delà de 80%, donc entre 80 et 100% de compensation, là, s'applique non seulement l'impôt sur le revenu, mais aussi les charges patronales et salariales. Alors, tout ça, c'est un peu abstrait. J'ai souhaité illustrer mon propos par… Il y avait une question, Fred, excuse-moi, qui s'est affichée. C'est toi qui as le contrôle de l'écran. Tu peux regarder Si là. acceptation par l'Allemagne pour le chômage partiel, si société sans filiale, pensez-vous qu'il y aura rétroactivité? Je crains que non. Je crains que non parce que, en fait, le chômage partiel peut être déclaré dans le mois en cours. Donc, avant la fin d'un mois, vous pouvez rétroactivement revenir au début du mois pour le chômage partiel. Donc là, c'est mort pour le mois de mars. Et si ça change au mois d'avril, on a encore aujourd'hui. Donc, pour moi, les 2 mois de mars et d'avril sont perdus, malheureusement. Exemple, on prend un salarié marié en classe fiscale 3, c'est-à-dire qu'il est le revenu le plus important du foyer. Il a plus de 60% du revenu du foyer qui est son salaire à lui, et il a des enfants. Ce salarié, 100% de sa rémunération brute, c'est 4 000 €, et sa rémunération nette, elle est de 2 809,65 €, c'est ce qu'il a en poche. L'impôt sur le revenu, c'est 390 € et les charges sociales, c'est 791 € pour ce cas de figure-là, pour ce salarié-là. On part du principe qu'il y a une réduction du temps de travail de 50%, c'est-à-dire qu'il y a 50% qui continuent d'être travaillés normalement et 50% de travail qui sont perdus. Pour la part de 50% travaillés, il perçoit 2 000 € de salaire brut, la moitié de son salaire normal. Et sur ces 2 000 €, on va calculer quel est le salaire net. Il est en l'occurrence de 1 600 €, puisque avec 2 000 € dans ce contexte, marié, classe fiscale 3 et avec enfant, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, et les charges sociales sont de 400 €. Et puis donc, maintenant, on va faire la différence entre les deux nets, entre ce 2 809 et ce 1 600, pour arriver à 1 209,65 €. Et c'est à cette différence-là qu'on va appliquer le taux. En l'occurrence, puisqu'il a des enfants, c'est un taux de 67%. Et donc, ça donne 810,47 €, net de charge et net d'impôt. Et ces 810,47 € viennent s'ajouter aux 1 600 € qu'il perçoit pour le temps travaillé. On arrive donc à un total de 2 410,47 €. Ça représente donc 85,8% de son salaire net normal s'il travaillait à 100%. D'accord? Donc ça, c'est un exemple, on va dire, simple, puisqu'il est en dessous du seuil des 6 900 € de cotisation chômage. On va prendre le cas d'un cadre qui a un salaire de 8 000 € par mois, célibataire, donc classe fiscale 1, il ne partage pas, il n'est pas dans un foyer où il y a plusieurs revenus, et il n'a pas d'enfant. On va dire que c'est le cas le pire. À 100%, il a un salaire brut de 8 000 €. Son salaire net en situation donc normale est de 4 537 €, puisqu'il y a 2 300 € d'impôt sur le revenu dans son contexte à lui, et puis 1 156 € de charges sociales. Il est au plafond de charges sociales. Toujours une réduction de travail à 50%, donc son salaire brut devient 4 000 €.
et son salaire net sur 4 000 euros, c'est 2 486 euros, puisqu'il paye 713 euros d'impôts et 800 euros de charges patronales. Et là, dans l'exemple de tout à l'heure, on faisait la différence entre 4 537 et 2 486 et on appliquait un taux pour avoir l'indemnité de chômage partiel. Mais ce n'est pas ce qui va se passer ici, puisque ce n'est pas 8 000 euros qu'il faut prendre en compte, c'est 6 900 euros, qui est le plafond de l'indemnité de chômage. Et donc, pour 6 900 euros, le salaire net est de 3 704 euros. Et c'est ce salaire net-là qu'il va falloir comparer aux 2 400 euros de tout à l'heure. Et donc, on n'arrive qu'à une différence de 1 218,76 euros avec 60%, puisqu'il n'a pas d'enfant. Ça donne 731 euros d'indemnité de chômage partiel, auquel on ajoute les 2 400 euros qu'il perçoit pour le temps de travail restant, et donc 3 217 euros de rémunération mensuelle. Ça représente 70,9% de son net normal. D'accord ? Mais encore une fois, il s'agit là d'une rémunération nette de charges et d'impôts sur le revenu. Voilà. J'espère que l'exemple était à peu près clair. Oui, très très bien. Merci pour ces petits schémas là. C'était très clair. J'ai vu qu'il y a 2 questions qui sont arrivées aussi. C'est toujours toi qui a la main. Alors, il y avait une question déjà dans le slide des questions du début qui était est-ce que quand on est en chômage partiel, on peut licencier un salarié? Oui. La réponse est oui. En revanche, le licenciement pour raison économique pendant le chômage partiel est très difficile à justifier parce que justement, si on met en place le chômage partiel, c'est pour éviter le licenciement économique. Donc, le licenciement pour cette raison-là va être difficile. En revanche, un licenciement pour faute grave ou pour insuffisance ou raison comportementale est toujours possible. C'était le sens de la question, je crois, qui avait été posée. Nombre de Kurzarbeiter, c'était pour informer d'une actualisation des chiffres de la part de la Bundesagentur für Arbeit intervenue après le début de notre conférence. Donc, merci Christian. C'était ça. J'avais ensuite, je ne sais pas comment on est dans le temps là, mais j'avais également à aborder les questions de… Il est 11h17. Oui, vas-y, je te laisse y répondre, c'est important. Comment l'État allemand soutient-il les entreprises, les aides aux entreprises, report de charges, paiement de taxes, etc., les conséquences financières des restrictions sur l'économie et les ménages allemands. Alors, peut-être… Des reports de loyer aussi. Il y a une entreprise qui s'est inscrite tardivement. Je n'ai pas eu le temps de reporter la question. Il y a une question sur le report ou le report de loyer également. Oui. Alors, sur cette question-là du report de loyer, il y a la possibilité, mais ce n'est pas une obligation pour les bailleurs, il y a la possibilité de procéder à un report de loyer de 6 mois, voire jusqu'à fin 2022. Mais ça, c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir avec le bailleur. Ce n'est pas une obligation légale. Ils ne sont pas contraints d'accepter ça, mais c'est possible. La loi le permet. Au niveau des accompagnements d'ordre financier, fiscal, tout à l'heure, Stéphane parlait de cette enveloppe de 1 200 milliards d'euros d'aide qui a été votée. Ces 1 200 milliards, c'est sans le sujet du chômage partiel, donc c'est en plus du chômage partiel. Grosso modo, il y a 2 gros paquets financiers dans ces 1 200 milliards. Il y a 600 milliards qui sont consacrés à des aides de trésorerie, sur lesquelles on va revenir tout de suite. Et puis, il y a 600 milliards qui sont dans une espèce de fonds de stabilité de l'économie qui est plus destiné aux grandes entreprises. Et donc, dans les 600 milliards d'aides de trésorerie, il y a des facilités qui sont prévues pour le paiement des charges. Je vais venir tout de suite au slide qui parle de ça. Donc, en Allemagne, on a des acomptes qui sont versés 4 fois dans l'année pour l'impôt sur les sociétés et pour la taxe professionnelle. Ces acomptes qui sont payés en 2020 concernent les impôts de 2018. Et on peut demander au fisc de surseoir aux acomptes, de les réduire à 0. Donc, l'échéance de mars et de février pour la taxe professionnelle est déjà passée, mais pour l'échéance de mai et de juin pour la taxe professionnelle et l'impôt sur les sociétés, de même pour les échéances suivantes, on peut tout à fait demander au fisc de réduire à 0 les acomptes
versés pour cette imposition-là. De même, pour la TVA, il y a des acomptes qui sont versés. Un onzième de la TVA 2019 est payé pour pouvoir mensualiser le versement de la TVA en Allemagne. Donc là, on peut demander à ne pas verser ces acomptes. Le versement de mars pour la TVA de janvier peut être complètement remboursé intégralement. Bien sûr, ce sont des reports, hein, donc ça ne veut pas dire qu'on ne devra jamais payer ni l'impôt sur les sociétés ni la TVA. C'est des reports qui permettent de ne pas ponctionner la trésorerie pendant cette période difficile. Et bien sûr, il y a eu un moratoire sur les sanctions liées aux pénalités, au retard de paiement pour toutes ces prestations sociales. L'exemption des charges patronales sur les indemnités de chômage partiel, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, sur les indemnités de chômage partiel en dessous de 80% de la rémunération antérieure, il n'y a pas de charges patronales. Et un report du versement des charges sociales est également possible. Normalement, c'est un report qui est assorti en revanche de conditions, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir mis en place le chômage partiel, solliciter un prêt auprès d'une banque, même s'il est refusé. Il faut déjà avoir mis en place un certain nombre d'autres mesures pour que on accepte que les charges sociales soient repoussées le paiement des charges sociales soit repoussé dans le temps. Mais en fait, ça c'est la règle. Après, si vous avez une bonne relation avec avec les organismes sociaux, notamment les assurances maladie, acceptent assez facilement, sans condition préalable, le report du versement des charges sociales de quelques mois, jusqu'à 3 mois. Deuxième mesure qui a été mise en place, c'est ce qu'on appelle une Soforthilfe, c'est une aide d'urgence qui est destinée aux petites entreprises et aux indépendants. Stéphane en a dit un mot tout à l'heure. Là, ce sont des subventions, donc non remboursables. Au niveau fédéral, c'est des subventions qui sont destinées à aider les petites entreprises jusqu'à 10 salariés. Et puis à côté de ça, on le verra tout de suite, les lenders peuvent abonder, et généralement ils le font, pour les entreprises qui ont au-dessus de 10 salariés. Donc l'aide d'État, c'est une aide qui est délivrée sur demande, sans beaucoup de justification par ailleurs. On a des clients nous, qui sont domiciliés chez nous, qui ont eu des versements sous 48 heures des 9 000 euros dont je parle ici. Les entreprises de moins de salariés perçoivent 9 000 euros, les entreprises entre 6 et 10 salariés perçoivent 15 000 euros, et ces montants-là sont censés leur permettre de faire face aux dépenses récurrentes pour une durée de 3 mois, comme le loyer et toutes les dépenses qui tombent d'électricité, etc. etc. On peut faire une extension de cette demande pour une période supplémentaire de 2 mois. Ce sont les lenders et les collectivités locales qui gèrent la distribution de cet argent pour l'État fédéral. La subvention est possible avec d'autres subventions, mais il y a la règle des minimi. Hein, donc, si on dépasse les minimi, bien sûr, on ne percevra que la différence. Et il y a un délai de dépôt pour ces demandes de subvention qui est au 31 mai 2020, donc il reste 1 mois pour bénéficier de cette demande d'aide d'urgence. Et à côté de cela, les lenders, de manière assez différenciée, abondent cette aide, et en général au-delà de 10 salariés. Pour prendre un exemple, celui de l'AS, le Landes octroie une subvention qui s'additionne à celle de la subvention fédérale de 10 000 euros pour les jusqu'à 5 salariés, de 20 000 euros pour jusqu'à 10 salariés et de 30 000 euros pour les entreprises qui ont entre 11 et 50 salariés, pour lesquelles l'État fédéral ne verse rien. Toutes ces informations sont mises à jour et détaillées sur un site web, de même que les autorités locales et les taux locaux qui sont pratiqués par les lenders sont disponibles sur ce lien du ministère de l'économie. D'accord. Et le troisième... Oui. Il y a encore une question qui est tombée. Je ne sais pas si tu y as répondu en cours. Alors, je ne vois pas de questions nouvelles. Ah ben, elles ont peut-être été... Ouais,
Non, pas de question nouvelle là. Si tu y as répondu, tu as dû y répondre et la personne a annulé sa question. Voilà. Donc, toujours dans la de trésorerie, dans les 600 milliards, il y a un paquet qui est prévu pour des prêts garantis par l'équivalent français de la Caisse des dépôts qui s'appelle la KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, qui est une caisse, une banque qui a été constituée à l'époque de la réunification. Il y a un premier prêt qu'on appelle un prêt rapide, Schnellkredit 2020, qui est garanti à 100% par la KfW, avec cependant un taux d'intérêt de 3% sur 10 ans, qui est destiné aux sociétés supérieures à 10 personnes, qui existent depuis le 1er janvier 2019 et qui, au 31/12/2019, avaient une situation saine. Et donc, ce prêt-là va jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires et 500 000 euros pour les moins de 50 salariés ou 800 000 euros pour les sociétés de plus de 50 salariés. Et donc, comme la KfW garantit à 100% ce prêt-là, les banques l'octroient automatiquement. Enfin, là, il n'y a pas de discussion. Comme elles sont garanties à 100%, elles y vont. Ensuite, il y a des prêts garantis jusqu'à 80%. Là, les taux d'intérêt sont plus intéressants, dépendent de la situation de l'entreprise et de sa crédibilité. On va jusqu'à garantir jusqu'à 80% pour les ETI, supérieurs à 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires ou 43 millions de total bilan. Et pour les grandes entreprises, jusqu'à 2 milliards d'euros. Et puis, la garantie va jusqu'à 90% pour les PME, c'est-à-dire qui sont en dessous de ces seuils que j'évoquais tout à l'heure, à condition qu'elles soient actives depuis plus de 3 ans et saines avant la crise Covid. On peut avoir une franchise de remboursement la première année et le montant des prêts octroyés, c'est jusqu'à 50% du chiffre d'affaires 2019, 2 fois la masse salariale ou 18 mois de besoin en trésorerie. Voilà. Donc, ces prêts-là ont été très utilisés depuis le début de la crise. Juste ce qu'on peut dire, c'est que le ministre de l'économie s'est exprimé hier, Peter Altmaier, pour donner un premier retour sur l'évolution du PIB et sur les projections du gouvernement pour l'évolution du PIB. Apparemment, au premier trimestre 2020, l'Allemagne n'aurait perdu que 2% de PIB. Voilà, sachant qu'elle était un petit peu, elle sortait elle démarrait l'année 2020 déjà avec des taux de croissance qui n'étaient pas folichons. Donc, l'impact du Covid sur le premier trimestre, donc essentiellement sur la fin du mois de mars, deuxième moitié du mois de mars, est relativement modeste. En revanche, pour l'année 2020, la prévision du gouvernement, c'est une baisse de 6,3% du PIB, avec une baisse des exportations de 11,6% en 2020 et une reprise en 2021 que le gouvernement estime à 5,2% de croissance en plus pour 2021 et 7,6% de croissance en plus pour les exportations de 2021 et un retour à la situation d'avant-crise pour 2022. Voilà. Merci Fred. Il y a une question de Laurent sur les aides et les prêts accordés aux entreprises. Il demande s'il faut avoir un établissement ou une filiale en Allemagne pour en bénéficier. Bien sûr. Ces aides-là sont destinées aux entreprises établies en Allemagne, donc avec en effet une société, une structure sur le territoire allemand, bien sûr. Voilà. Alors, Christophe Houdin te dit bravo pour ta présentation très claire. Alors que le sujet était indigeste. C'est vrai que tu as été très clair et très pragmatique. Merci Fred. Merci. On passe au sujet suivant. Je vérifie. Non, il n'y a pas d'autres questions. On va passer, si vous le voulez bien, désormais aux questions plutôt marketing qui touchaient au sujet des stratégies à adopter, les alternatives pour rebondir et donc adapter vos stratégies d'entreprise de développement post-confinement. Adapter votre stratégie pendant le confinement, je pense que on y est, donc vous avez tous pallié à ça et déjà opté pour
différentes choses, reconversion ou développement sur d'autres marchés. Là, avec Antoine, on va essayer de vous donner quelques tips. Alors, ce sont des perspectives peut-être assez subjectives, hein. Ce sont des conseils, on ne vous donne pas de solution miracle, mais néanmoins, on va essayer de vous donner quelques orientations pour pouvoir rebondir plus facilement après la période, après la période de crise. On va aborder aussi le sujet de la prospection. Et puis, quel comportement adopter par rapport aux clients et aux fournisseurs? Vous avez été plusieurs à demander s'il était souhaitable de continuer à contacter vos contacts en Allemagne. Vous êtes nombreux à avoir peur de les déranger. On va répondre à cela aussi tout à l'heure, mais il est bien évident qu'il ne faut pas perdre le lien avec vos contacts et vos fournisseurs. Il faut entretenir le contact. On va parler de ça avec Antoine tout à l'heure. Je passe au slide suivant, Antoine. Tu es prêt? Oui. Alors ça on reviendra là-dessus. Oui, ou tu peux même rester tu peux rester sinon sur les questions. Sur les questions. Ça, voilà, on les prendra un petit peu en allant. Merci Karen. Bon, l'idée effectivement, c'est de vous donner un retour et je laisse aussi les collègues, bien sûr, s'ils ont des choses à ajouter, un petit peu rebondir. On est en contact, nous, régulièrement avec des sociétés françaises qui continuent de se développer ou d'avoir des activités en Allemagne. Donc, voilà, vous donner un petit peu les retours, les pratiques en période de crise, les anticipations aussi, parce que alors on n'a pas de boule de cristal et je pense qu'il faut distinguer la reprise officielle des dates qui sont annoncées d'une reprise d'activité courante. Je pense que ça se fera aussi en 2, 3, voire 4 temps. Et donc, voilà. Comment vous positionnez d'un point de vue stratégie, d'un point de vue investissement commercial, et puis aussi d'un point de vue de gestion de votre activité en Allemagne. Ce qu'on observe, nous, aujourd'hui, auprès des entreprises qu'on accompagne, c'est déjà qu'il y a eu une nécessité pour celles qui avaient une activité en Allemagne, et Karen l'a souligné, de garder le lien et de savoir qu'est-ce qui se passe déjà avec mes clients et mes fournisseurs. C'est important, ne laissez pas peut-être le prétexte de la crise aussi pour pas forcément garder le lien. C'est important, les Allemands sont aussi dans une relation de confiance avec leurs fournisseurs. Hein. On parle de Stammlieferant, donc même en période de crise, on attend de la relation client-fournisseur une certaine transparence et donc qu'ensemble, peut-être vous trouviez des solutions. Et s'il n'y a pas la communication, la solution est difficile à trouver. Donc effectivement, gardez le lien. Si vous avez des problématiques linguistiques, dans ce cas-là, n'hésitez pas alors avec vos partenaires locaux et en parler à BCI. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être via les équipes en Allemagne de prestataires qui pourront vous aider, bien sûr, aussi à peut-être régler quelques problèmes que vous auriez s'il y a un problème linguistique. Donc ça, c'est important. Si on parle un petit peu de stratégie, il y a une première étape qu'on observe et que les entreprises françaises démarrent, ou en tout cas reconsidèrent, c'est prendre un petit peu de recul, puisqu'on a peut-être un petit peu moins d'offensive commerciale, un petit peu moins de temps dédié à de la prospection terrain, etc. Prendre un petit peu de recul pour celles qui ont une activité existante, faire une petite analyse de l'activité, quelles ont été ces 2-3 dernières années les points forts de ma stratégie en Allemagne, quelles sont les pistes que je peux développer. Et ça, c'est important. Ça permet de prendre un petit peu de recul pour réattaquer directement là où vous voudrez sur la suite, que ce soit vers un secteur que vous travaillez déjà ou peut-être aussi des pistes de diversification. On a pas mal d'entreprises qui nous sollicitent pour du coup interroger sur des nouveaux marchés dans le cadre de leur développement, même si elles vendent déjà en Allemagne. Voilà, peut-être sur un autre secteur, sur un secteur complémentaire. Elles prennent un petit peu plus le temps de ce travail d'analyse. Et donc, c'est un retour qu'on peut vous faire sur ce point-là. Sur la partie alternative commerciale à la prospection, si on parle de la prospection, je pense que Stéphane en a parlé tout à l'heure, il y a eu effectivement une tendance à la digitalisation dans ce contexte. On peut faire certaines choses en visio et si vous le pouvez et si vous sentez qu'avec vos prospects allemands, il y a une ouverture sur ces sujets-là, il faut pas s'en priver. Maintenant, il faut aussi qu'on vous donne le retour en termes de volume. C'est évident qu'il y a un petit peu moins de facilité puisqu'on n'a pas les rendez-vous terrain, c'est plus difficile. Il y a certains processus commerciaux qui sont stoppés. En contrepartie, on a des entreprises qui nous remontent et les entreprises qu'on accompagne aussi sur du commercial à temps partagé nous remontent qu'il y a une disponibilité parfois des interlocuteurs plus forte.
Donc ça, c'est aussi une variable plutôt positive des acheteurs ou des directeurs techniques dans l'industrie, parce que l'agroalimentaire est un petit peu à part compte tenu de la forte préoccupation et des volumes qu'ils ont aujourd'hui. Mais dans l'industrie, certains interlocuteurs sont plus disponibles. Donc ça permet, même si on ne va pas pouvoir les rencontrer tout de suite, d'avoir des premiers échanges, d'avoir peut-être un petit peu plus de détails aussi sur l'organisation du prospect industriel. Et ça, c'est des éléments, nous, positifs que nous remontent les équipes, voilà, d'un point de vue disponibilité des prospects. Donc, je ne dirais pas ou j'irai pas jusqu'à dire qu'il faille arrêter vos démarches de prospection. C'est un petit peu dangereux parce que quand il faudra reprendre, il y aura aussi un temps de démarrage qui sera anticipé. Donc, le rythme peut être un petit peu moins important, notamment avec la difficulté de se rendre sur le terrain. Mais on a des interlocuteurs au téléphone. On a des interlocuteurs qui sont parfois prêts aussi à faire de la visio. Donc, voilà, ne vous en privez pas. Si vous avez les capacités de le faire en interne, effectivement, il faut, je pense, continuer ce processus commercial. Si vous n'en disposez pas, avec les différents partenaires, n'hésitez pas à les solliciter pour voir quelles solutions sont possibles. Une alternative, je vais parler d'un troisième sujet. Certaines entreprises cherchent par exemple à recruter en Allemagne. Et donc effectivement, alors si on parle des processus de recrutement, par exemple pour nos recruteurs, il y a effectivement une difficulté à rencontrer les candidats. Ça il ne faut pas le nier. Par contre, de nombreuses étapes sont anticipées avant et on peut aller bien sûr avec des visios jusqu'à très loin dans le processus de recrutement. Donc là aussi, je dirais que le contexte permet quand même d'avancer quelques sujets de recrutement. Maintenant, c'est vrai que la deuxième question qui est liée au recrutement, c'est l'investissement qu'on y met. Et cet investissement commercial est plutôt lourd dans le cadre d'un recrutement. Et c'est vrai que dans une période un peu incertaine aussi, où la trésorerie peut être un petit peu difficile côté des entreprises françaises, on voit des entreprises qui repensent le projet de recrutement et qui se disent peut-être que je ferais mieux de passer par exemple sur un temps partagé, voilà, pour limiter aussi l'investissement. Donc, c'est une alternative qu'on observe et des entreprises qui nous remontent d'un projet de recrutement vers du temps partagé. J'ai vu qu'il y avait une question, Karen. Alors, je ne sais pas, je vois une… Oui, je vais y répondre. Ça n'a pas trop de… Enfin, c'est sur les visios. La question de Anne, c'est quel système visio utiliser. Bon, là, c'est très personnel et subjectif. Hein. Là, vous voyez, on utilise Zoom. Moi, j'ai découvert les outils de visioconférence grâce à la crise, enfin, grâce entre guillemets. Je m'y suis familiarisée toute seule assez vite, donc c'est pas sorcier. Pourquoi on a choisi Zoom? Parce que c'est l'outil que quasiment tout le monde utilise. Il est assez ergonomique, assez facile. Donc, je ne fais pas du tout la promo de Zoom, hein, bien au contraire, mais voilà, je réponds simplement et en toute transparence à la question. Après, par la suite, pour les prochains webinaires, pour ne rien vous cacher, on est en train d'étudier à BCI la possibilité d'utiliser un autre outil, un outil breton, autant faire travailler nos entreprises locales plutôt que des grands groupes américains. Donc, on s'est tourné vers une entreprise bretonne. Je pourrais vous donner son nom si vous le souhaitez en off plus tard, mais voilà, on va s'efforcer de faire travailler cette entreprise bretonne qui propose, on l'a appris très récemment, cette société bretonne propose une solution d'outils de visio tels que Zoom ou Google Meeting, etc. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur l'outil. Mais ça, c'est à vous de faire le choix. On peut chacun se conseiller, partager nos expériences de tels ou tels outils, mais ce n'est pas le rôle de BCI de vous dire d'utiliser telle ou telle solution. Je vois rapidement pour clôturer le sujet, je vois aussi que Christophe nous parle de Teams. C'est vrai que nous, on a des remontées, on est nous-mêmes en train de l'étudier. Ça semble être en tout cas un outil qui ressort de plus en plus là, de ce contexte un petit peu. Donc voilà, peut-être que on aimerait bien, et je pense que tous ici, on a beaucoup d'outils qu'on utilise parfois sur la visio. On aimerait bien qu'un outil ressorte. Bon, peut-être que ce sera Teams. Voilà, sujet à débattre. Peut-être juste pour reprendre un dernier point sur la prospection, il faut aussi être conscient que les cartes sont rebattues avec ce contexte sanitaire. Et ça, c'est difficile de l'aborder de manière générale sur un secteur. Je pense que chacune des entreprises et vous aussi avez des projets très particuliers qu'il faut traiter individuellement. Mais on a, nous, des retours d'entreprises allemandes qui, alors, bien sûr, vont se rapprocher et tenir avec leurs fournisseurs existants, mais on a eu des demandes, par exemple, qui devaient être faites en Asie et qui sont revenues en France. Je ne tiens pas à généraliser le propos, mais pour vous dire, il va y avoir forcément des cartes rebattues aussi dans
dans les Dans les fournisseurs appros, ouais. et dans les appros. Et donc, stopper un processus commercial si vous étiez déjà lancé ou si vous aviez déjà un projet qui stratégiquement était bien bâti, je ne suis pas sûr que ce soit la solution, puisque peut-être là, d'ici 3-4 mois, vous aurez des opportunités de rencontrer aussi des entreprises qui auront repensé leur appro. Une alternative marketing, pour le coup, là aussi qui est intéressante de considérer en période un petit peu où le terrain est plus difficile, c'est le référencement en ligne. Il y a deux types de référencement que vous pouvez aujourd'hui, ou en tout cas nous qu'on observe en Allemagne, des référencements B2B. Il y a des plateformes dédiées et très puissantes. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Verlieferdwas, WLW. Je pourrais communiquer à Karen les liens, elle pourra vous les envoyer. Oui, ça peut être utile, oui, merci. C'est la première plateforme B2B en Allemagne qui est d'ailleurs très liée au référencement Google, c'est-à-dire qu'un référencement correct sur cette plateforme vous remonte aussi dans le référencement naturel Google. C'est plus de 600 000 fournisseurs référencés, donc c'est très puissant. Et on observe, nous, puisqu'on accompagne des sociétés implantées en Allemagne qui ont une adresse en Allemagne et qui se référencent sur cette plateforme, on a des retours de plus en plus de demandes. Alors, plus ou moins qualifiées, ça c'est après le sujet de traiter la demande, mais en tout cas, il y a de la consultation, il y a des demandes, et effectivement, en période un petit peu où le digital et la relation en ligne client-fournisseur est peut-être privilégié, ces outils de référencement, qui ne sont pas non plus des investissements marketing trop lourds, peuvent être intéressants. Vous pouvez vous référencer depuis la France. Maintenant, c'est depuis assez récemment que vous pouvez utiliser des adresses françaises. Maintenant, je ne vous le cache pas, et notre tour là-dessus, c'est aussi que c'est un outil à 95% germanique. Quand vous allez sur des catégories fournisseurs, vous avez 90% d'allemands. Donc, se référencer en tant que Français, c'est peut-être pas le meilleur signal que vous envoyez. Et nous, on recommande de lier ça avec une petite identité. C'est pas forcément une filiale, mais une petite identité allemande. Mais référencement B2B qui peut être une alternative. Le deuxième type de référencement, c'est le SEO, le référencement naturel ou payant sur Google. Là, nous-mêmes, on ne s'est pas inventé, on passe par des professionnels, des agences spécialisées qui peuvent vous accompagner, qui accompagnent des sociétés aujourd'hui dans concrètement optimiser votre référencement Google. Peut-être que ça peut être une alternative aussi pour vous court terme pour aller chercher un petit peu de leads commerciaux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu. Demande, excuse-moi, je te coupe. Pas de souci. Christophe demande si ça marche aussi pour l'Autriche. Verlieferdwas a aussi une extension effectivement d'art. Donc extension, vous pouvez demander sur l'Autriche et la Suisse alémanique. Oui. Mais c'est une extension. Il faut prendre le pack allemand. Donc après, je reprends un petit peu les questions. Les campagnes SMS, alors là, je ne sais pas, peut-être Fred ou Stéphane, vous avez aussi un avis là-dessus, mais je pense qu'il y a un considérant RGPD de protection des données qui rend, à mon avis, ce sujet compliqué, voire impossible sur la partie campagne SMS. Oui, non, je suis d'accord. Effectivement, c'est un sujet très, très, très sensible, la RGPD ici en Allemagne. Et sur des campagnes d'emailing, très souvent, très régulièrement d'ailleurs, on a des mails d'entreprises allemandes qui nous demandent d'arrêter ça, etc. Et qui parfois nous interrogent sur la manière dont on a obtenu leurs coordonnées. Donc voilà, donc ça c'est effectivement Vous avez en Allemagne la règle du double opt-in, donc vous avez le droit d'écrire pour la première fois à quelqu'un pour lui proposer de continuer à lui écrire. Et s'il ne dit pas explicitement oui, c'est non. Donc là, il y a des cabinets d'avocats qui sont spécialisés sur ce sujet-là. Faire attention. Ouais. D'accord. Peut-être pour conclure aussi une observation et aussi peut-être un conseil. Voilà, on ne prédit pas l'avenir, mais on observe aussi que vos développements à l'export, en tout cas les entreprises avec lesquelles on échange, sont liés un petit peu à vos problématiques de trésorerie et votre inquiétude de trésorerie. Et je pense que là, il faut pas. On a quand même en France, je pense, des services et des soutiens financiers qui sont assez intéressants et directs auprès des entreprises, notamment pour l'export. Et ces outils fonctionnent toujours et c'est important de le rappeler. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs BCI, BPI France, qui mettent en place pas mal d'outils, que ce soit sur le marketing, j'en parlais, pour un petit peu avoir des accompagnements financiers sur vos traductions, sur vos outils de marketing, des assurances prospection pour aider le développement à l'export. Voilà, ces outils sont peut-être d'autant plus importants dans une période où vous vous inquiétez un petit peu pour des sujets de trésorerie. Et nous, notre expérience, c'est que le montage des dossiers prend aussi un petit peu de temps. Et là, les entreprises profitent de cette période pour monter
monter ces différents dossiers. Voilà, c'est peut-être une recommandation qu'on peut vous donner aussi de vous renseigner si ce n'est pas déjà fait sur les outils que vous pourriez activer à l'export en termes de financement. C'est important. Merci. Je pense avoir un petit peu balayé, Karen, si tu vois d'autres sujets. Non, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on a répondu aux questions essentielles. Stéphane, tu avais ajouté ce petit slide? Oui, j'avais ajouté ça. Enfin, effectivement, c'est parce que la question de la prospection commerciale a été très bien traitée par Antoine, donc je vais pas développer, mais retenez juste que effectivement dans une relation commerciale, enfin la dimension technique, la dimension produit, enfin pour les Allemands est très importante. C'est vraiment ce par quoi vous devez commencer. Donc quand vous êtes sur une communication, enfin à distance, enfin effectivement, enfin, nous, enfin, on le voit, enfin, dans des démarches de prospection, on a beaucoup d'échanges en amont sur quelles sont les spécifications techniques des produits, quels sont insister sur les avantages concurrentiels, enfin, etc. Avant, enfin, l'obtention de rendez-vous, enfin, etc. Donc, notamment, je parle là dans le secteur de l'industrie, puisque j'étais plutôt dans ce secteur-là auparavant. Donc, ayez ça en tête. Là où en France, c'est plutôt le contact personnel, la confiance. Donc, l'ordre est un peu inversé et la confiance s'établit dans le temps, dans la durée. Enfin, c'est pas quelque chose ici en Allemagne qu'on accorde comme ça de manière immédiate. Donc, donc du coup, la prospection à distance fonctionne bien. Pensez bien aussi à la présentation de vos sites internet. Il y a aussi des stratégies d'inbound et d'outbound marketing qui peuvent être intéressantes dans des logiques de prospection digitale, donc de contenu, créer du contenu, effectivement intéressant pour les entreprises. Donc ça fonctionne vraiment. Il faut le faire parce que rester les bras croisés pendant la crise, je pense que c'est la pire des choses. Il ne faut pas hésiter à rester proactif et à être pushy vis-à-vis des fournisseurs et vous clients. ne dérangerez personne. Ici, si des gens ne sont pas disponibles, ils vous le diront. Il suffit juste de le faire poliment, etc. Bien évidemment. Avoir aussi, quand on a des relations avec des fournisseurs, ce discours aussi un peu empathique, de savoir comment eux vont, etc., comment ça se passe pour eux. Voilà, c'est communiquer, continuer surtout à prospecter et anticiper la reprise. une reprise. Voilà, et anticiper la reprise, ça c'est fondamental. Antoine le disait aussi, je pense que les solutions de commercial à temps partagé que propose la Chambre sont très intéressantes aussi, parce que ça limite les coûts, etc. Les cartes vont être rebattues, et ça Antoine l'a très bien dit. Il y aura des opportunités. Il y a un comité interministériel qui réfléchit aussi sur toute la filière santé actuellement, parce qu'effectivement, on a bien vu que la dépendance vis-à-vis de l'Asie posait de gros problèmes d'approvisionnement, notamment sur tout ce qui était matériel médical stratégique. Donc voilà, donc c'est vraiment un message d'espoir. Allez-y, continuez. Vous avez des partenaires, vous avez BPI France aussi, Antoine l'a dit, ils sont là, ils sont très réactifs, ils ont vraiment mis en place des solutions qui sont très pertinentes, aussi bien pour la trésorerie que pour les démarches de prospection internationale. Donc voilà, vraiment, c'était un peu cette énergie qu'on a envie de vous communiquer, cet optimisme. Il faut y aller, quoi. Et on sera toujours là, tous ensemble, en équipe, pour vous aider. Voilà. Merci beaucoup. Le webinaire touche à sa fin. Je vais rajouter un petit mot sur la plateforme BCI Info sur laquelle vous pouvez retrouver, n'hésitez surtout pas, des informations en temps réel actualisées quotidiennement sur la situation Covid-19, que ce soit en France, avec des liens qui vous dirigeront vers le site des douanes, de BPI, de la région, etc. Mais aussi des actus par pays qui nous sont remontés par nos prestataires agréés, comme nos trois amis qui sont avec nous ce matin. Voilà, vous avez vraiment des infos mises à jour quotidiennement, donc je vous invite à consulter régulièrement la plateforme BCI Info. Vous pouvez aussi bien évidemment consulter les sites de nos prestataires, que ce soit la Chambre de commerce franco-allemande ou Business France. Vous avez des actus sur alors les actus Covid-19 bien évidemment, mais aussi d'autres actus, d'autres webinaires qui sont proposés en cette période pour répondre là aussi à vos interrogations. Donc n'hésitez pas. Allez, excusez-moi, j'ai une question en même temps. Merci pour le webinaire, très bien fait comme d'habitude. Merci Albert. Merci Alberto.
Merci. Je vous ai reporté ici, alors je vous enverrai à tous et à toutes la présentation. Je vous ai remis ici les contacts de nos chargés d'affaires qui sont donc spécialisés par secteur d'activité. Vous les connaissez pour la plupart. Je vous ai donné ici aussi tous les contacts de mes collègues BCI en CCI territorial. Donc certains, ils fonctionnent tous en binôme hein, pour la plupart. Dans le binôme, il y en a un qui est spécialisé, un ou une qui est spécialisé dans le technique et réglementaire. Donc voilà, vous avez tous les contacts ici. Et puis enfin, les contacts de nos 3 conférenciers de ce matin que j'ai reportés ici avec les sites web utiles. Je vous dis merci à toutes et à tous. À très bientôt. Bon courage hein, pour cette période inédite et compliquée. Encore une fois, on reste à votre disponibilité. N'hésitez pas, on est tous en télétravail, mais à votre disposition pour la suite, que ce soit l'équipe BCI ou nos prestataires agréés à l'étranger. Prenez soin de vous, de vos proches. Bon courage dans vos activités d'entreprise. Et je vous dis à bientôt. Le prochain rendez-vous pour un webinaire sur ce format-là, Actu Covid-19, ce sera sur l'Algérie le 19 mai prochain, toujours de 10h à midi. À très bientôt. On reste à votre disposition. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Wiedersehen. Bleiben Sie gesund. Au revoir à tous. Merci.